Bonjour et bienvenue dans cette émission du 8 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à Big Pharma, une industrie mafieuse et hors de contrôle. Alors j'imagine bien qu'un intitulé pareil peut apparaître choquant, voire partial à un certain nombre de spectateurs. Mais si c'est le cas, c'est vraiment que vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas au courant de ce qui se trame réellement dans les agissements de cette industrie. Qu'en est-il réellement ? Un livre de référence a été publié en 2014 par Peter Gotche, un des fondateurs de la revue Cochrane Scandinave, un des meilleurs connaisseurs au monde des données médicales, sous le titre « Remèdes mortels et crimes organisés, comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les systèmes de santé ». Voici ce qu'en dit le traducteur, le docteur Fernand Turcotte, de cet ouvrage publié aux presses de l'Université Laval de Québec. Il a, semble-t-il, été déréférencé récemment, mais c'est pas du tout un livre marginal. Il est écrit par un des meilleurs experts au monde, et juste pour situer un peu l'impact de ce livre, il a reçu le premier prix dans la catégorie Basis of Medicine par la British Medical Association, donc l'association des médecins britanniques. Voici ce qu'en dit Fernand Turcotte. Cet ouvrage va provoquer un orage car il apporte des preuves détaillées montrant le pouvoir d'intimidation de l'industrie pharmaceutique colossal, ce qui explique la gravité des dégâts infligés partout. Dans cet ouvrage révolutionnaire, le professeur Gotche lève le voile sur les comportements frauduleux de l'industrie dans les domaines de la recherche et de la commercialisation, ainsi que sur son mépris moralement répugnant pour la vie humaine. L'auteur établit des rapprochements convaincants entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac et révèle l'extraordinaire vérité derrière les efforts déployés pour semer la confusion et détourner l'attention du public et des politiciens. Richard Smith, ancien rédacteur en chef du British Medical Journal, qui a signé une des préfaces de l'ouvrage, lui dit les choses avec ingénuité. Il est en effet effrayant de voir combien de similitudes il y a entre l'industrie pharmaceutique et la mafia. La mafia gagne des sommes d'argent obscènes, tout comme cette industrie. Les effets secondaires du crime organisé sont des meurtres et des morts, et les effets secondaires sont les mêmes dans cette industrie. La mafia corrompt les politiciens et les autres, tout comme l'industrie des médicaments. Il existe un site aux États-Unis qui s'appelle Violation Tracker Industry Summary Page qui liste toutes les pénalités encaissées par différentes sociétés au sein d'industries particulières pour crimes et délits depuis l'année 2020. Et en ce qui concerne les compagnies pharmaceutiques, on est à 113 milliards de dollars d'amende pour 1217 crimes et délits. Alors vous voyez, quand les gens de l'industrie ou les journalistes de connivence ou les politiciens véreux nous disent « Oui, tout n'est pas parfait dans ce monde, il y a quelques canards boiteux comme partout », c'est faux, c'est systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les labos se permettent massivement de commettre des crimes et des délits pour des raisons que nous allons voir. En ce qui concerne Pfizer, on nous a quand même demandé de faire confiance à cette société qui a publié seule des résultats accessoirement bidouillés en disant « Non, mais on peut faire confiance à ces gens-là ». Elle a écopé de 96 pénalités depuis l'an 2000 pour un montant de pratiquement 11 milliards de dollars pour des problèmes tenant à la sécurité des médicaments, des contrats avec les gouvernements, la violation de la sécurité des médicaments, des prétentions fallacieuses sur l'efficacité et la sécurité de médicaments et des pratiques de corruption, sans mentionner les essais cliniques illégaux réalisés dans des pays du tiers-monde. Et donc, quand on a pratiquement 100 crimes et délits de cet ordre, ça n'est pas que de temps en temps il y a un petit problème, c'est que c'est un business model. Alors ce qu'explique Peter Gotche, c'est qu'au fond, il y a un modèle d'affaires qui aujourd'hui est le suivant. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Le point de départ, ce sont des essais cliniques
falsifiés au besoin pour faire croire à un avantage thérapeutique d'une substance en particulier. C'est publié en grande pompe dans la littérature scientifique, avec des revues qui, comme nous le verrons, sont elles-mêmes véreuses, en cachant des signaux de sécurité préoccupants pour qu'ils n'interfèrent pas avec le processus d'autorisation. Une fois ceci fait, des autorisations de mise sur le marché sont données par des instances étatiques ou internationales pétries de conflits d'intérêts et dont les responsables, comme nous l'avons vu, seront engagés à prix d'or par l'industrie pharmaceutique sitôt leur mandat terminé. Et donc la mise sur le marché est obtenue par les laboratoires en toute connaissance de cause des effets dangereux et potentiellement mortels. Ensuite, on engage des professeurs de médecine renommés pour nier tout lien de causalité entre effets dommageables, décès et le ou les médicaments impliqués. Aucun lien ne peut être démontré entre la prise du remède ou du vaccin et le décès. Il faut savoir que le prix pour signer ce genre d'expertise préparée par les services de communication des laboratoires pharmaceutiques est de 50 000 $, prix de départ, et quand il s'agit de déclarations importantes, cela peut monter à 500 000, voire à 5 millions de dollars. Et puis, lorsque le scandale finit par éclater des années plus tard, eh bien on retire la molécule toxique du marché, mais avec des bénéfices faramineux. Le Vioxx, par exemple, que Merck a mis sur le marché en sachant que cela causerait des décès, qui comptabilise 1,5 million de morts d'après les estimations récentes, a rapporté à Merck 11 milliards de dollars. Le régulateur inflige une pénalité comme celle que nous avons vue à la pharma repentante dans un accord, comme cela se fait aux États-Unis, contre admission de culpabilité. On verse des dommages et intérêts aux familles des victimes. Et par exemple, Merck, en ce qui concerne le Vioxx, a accepté de verser 4,85 milliards de dollars de dommages et intérêts, 950 millions de dollars de pénalité, et donc il reste 5 à 6 milliards dans la caisse qui font très plaisir aux actionnaires et aux responsables du management, sachant qu'évidemment personne ne va en prison dans des cas comme celui-là. Et donc ce business model, ce modèle d'affaires, c'est là où Peter Gotche parle de crime organisé. C'est devenu un modèle d'affaires criminel. On l'a retrouvé par exemple récemment avec la crise des opioïdes aux États-Unis, où la firme Purdue, conseillée par McKinsey, a fait croire aux médecins généralistes et à la population que des opiacés, et notamment l'oxycontin, qui est un opiacé très violent, n'étaient pas addictifs. Et le résultat de cette manipulation, 500 000 morts. McKinsey a versé 500 millions de dollars de pénalité. 500 millions de dollars pour 500 000 morts, ça fait 1 000 $ par tête de pipe. C'est le prix de la vie humaine dans cette industrie. Et vous voyez, Laurie Garrett, qui est une ancienne lauréate du prix Pulitzer, le prix de journalisme prestigieux aux États-Unis, rapporte, comme critique du livre, l'auteur montre de façon brillante comment le laboratoire pharmaceutique a simplement suivi un scénario utilisé par les compagnies pharmaceutiques en général, faisant un battage autour des médicaments et trompant les médecins à leur sujet, un véritable film d'horreur médical. Et donc, vraiment, la logique de Big Pharma aujourd'hui, c'est le profit à tout prix et peu importe les pertes humaines. Il existe heureusement quelques ONG intègres comme Public Eye, anciennement Déclaration de Berne en Suisse, et vous voyez, autour de la crise Covid, ils ont publié un décortiquage des 10 stratégies de la pharma pour engranger des gains faramineux, prioriser la recherche uniquement en fonction des profits, abuser des brevets, refuser la transparence et de devoir rendre des comptes, façonner les essais cliniques dans son propre intérêt, socialiser les risques, privatiser les profits, encaisser des fonds publics sans contrepartie, imposer des prix injustifiables et incontestables, verser des dividendes astronomiques plutôt qu'investir dans des médicaments sûrs et efficaces, et influencer les conditions cadres à l'aide d'un lobbying intensif. Alors, entrons en matière sur juste 2 de ces items. Socialiser les risques, privater les profits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés pharmaceutiques justifient les brevets et les énormes marges bénéficiaires
en disant nous prenons beaucoup de risques avec la recherche et développement. Mais en réalité, c'est le contribuable qui finance aujourd'hui les recherches. Donc, sur les fameuses injections anti-Covid, plus de 93 milliards d'euros de fonds publics ont été investis, donnés à la recherche, puis Pfizer et Moderna récoltent les brevets, commercialisent ça à prix d'or, tout en prétendant qu'ils ont fait un effort de recherche et développement intense, ce qui est faux. Et voilà la conclusion de tout ça, quand on demande à Peter Gotche ce qu'il pense des normes éthiques de l'industrie pharmaceutique, il dit qu'il répond souvent par une blague ou qu'il n'a pas de réponse parce qu'il ne peut pas juger ce qui n'existe pas. La seule norme dans l'industrie est l'argent, et la valeur d'une personne dépend de la somme d'argent qu'elle rapporte. Alors tout ceci est connu comme le loup blanc, il y a eu d'innombrables ouvrages écrits à ce sujet. On sait comment l'industrie influence l'état d'esprit des médecins pour qu'ils croient agir pour le bien de la population alors que ça n'est pas le cas. Et puis on a bien sûr des rapports d'enquête, notamment de commissions parlementaires, qui ont établi le problème de longue date, notamment ce fameux rapport de la Chambre des communes britannique publié en 2005. Il faut savoir que les choses se sont aggravées depuis, qui arrivait à la conclusion, écoutez bien, l'industrie pharmaceutique trahit systématiquement ses responsabilités à l'égard de la population et des institutions, les grandes firmes pharmaceutiques exercent une influence omniprésente et persistante, non seulement sur la médecine et la recherche, mais les patients, les médias, les administrations, les agences de santé et les politiques. Elle s'est infiltrée dans tout le système à tous les niveaux. Elle est maintenant hors de contrôle, ses tentacules s'infiltrent à tous les niveaux, il faut lui imposer de profonds changements. Et des idiots utiles payés à cette fin comme Conspiracy Watch essayent de faire croire que ce que nous révélons, et attesté par des rapports comme celui-là, sont des théories du complot. Ce sont surtout des théories de la réalité, à vrai dire. Et donc, je terminerai avec deux témoignages, celui d'Asim Malhotra, qui est un des plus grands cardiologues britanniques. Nous disposons d'une multitude de preuves de la fraude commise par l'industrie pharmaceutique au fil des ans. Le véritable scandale est que les médecins et les revues médicales sont de connivence avec l'industrie pour obtenir des gains financiers et que les régulateurs ne parviennent pas à empêcher les comportements répréhensibles de l'industrie. Enfin, Marcia Angel, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui a publié un nombre de papiers frauduleux épouvantables pendant la crise Covid, elle pose le constat, devenue avant tout une machine de marketing pour vendre des médicaments aux bénéfices douteux, Big Pharma utilise sa richesse et son pouvoir pour coopter toutes les institutions qui pourraient se mettre en travers de son chemin, y compris le Congrès américain, la FDA, Agence européenne du médicament, ANSM, Swissmedic, les centres médicaux universitaires et la profession médicale elle-même. Voilà la triste réalité du sujet, et demain nous aborderons la question de la corruption dans les revues et la recherche scientifique.